Les émotions en copywriting, en persuasion, ont le dos large un petit peu. Puis, un des trucs dont on m'accuse le plus souvent, tu sais, quand tu dis aux gens que tu fais de la persuasion, on va te dire que tu manipules les gens. Tu sais, tu vas appuyer là, sur des boutons. Là. On se croirait dans, je sais pas, là, comme dans le film là, de Pixar où tu es dans le cerveau, puis là, tu as toutes les émotions, puis tu peux comme les gérer. Bon, c'est pas comme ça que ça marche, la persuasion. La persuasion, c'est pas un ATM dans lequel tu mets une carte de persuasion puis qui ressort de l'argent. C'est pas comme ça que ça fonctionne du tout, du tout, du tout. En fait, je pense que la plus grosse erreur qu'on peut faire quand on essaie de persuader quelqu'un, c'est d'essayer de persuader quelqu'un. Parce que les gens se persuadent eux-mêmes. Puis s'il y a quelque chose qui est profondément humain, c'est le dégoût de sentir qu'on essaie de nous manipuler. Si je sens que tu es en train de me manipuler, ça va me créer une réaction là, vraiment instinctive de repoussoir ultime. Là. Je ne vais pas du tout avoir envie de t'écouter, de comprendre ce que tu dis. Puis même si j'acquiesce à ce que tu dis, je vais le faire pour me débarrasser de toi. Pas parce que tu as fait un vrai changement d'opinion, de choix, de décision dans ma tête. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent des tactiques qui, pour moi, sont très douteuses là, pour pousser les gens à acheter des produits sur Internet. L'une d'entre elles, c'est justement de beaucoup miser sur la culpabilité des gens. Tu vas essayer d'aller culpabiliser les gens avec des arguments genre est-ce que tu te préoccupes vraiment de la santé de ta famille parce que si tu le faisais, tu achèterais ma formation holistique sur les... Tu sais, là, genre d'argument-là. Ou, je sais pas, moi, si ta business te tenait à cœur pour vrai, là, t'achèterais mon coaching. Tu sais, ce genre d'argument-là, vraiment désagréable. Ou, autre façon de faire, on va beaucoup mettre l'accent sur le FOMO, le fear of missing out, l'espèce de peur qu'on a tous d'avoir manqué quelque chose, d'avoir passé à côté d'une occasion. Et donc, on va créer de la fausse urgence, on va créer une urgence qui est exagérée, comme si, là, si tu n'achetais pas ma formation cette fin de semaine-là, ta vie était finie, mon Dieu, tu viens de prendre la pire décision de ta vie de passer à côté de ça. T'sais. J'ai beaucoup de difficultés avec ces tactiques-là. La raison pour laquelle j'ai de la difficulté avec, c'est même pas que je les aime pas, ce qui est le cas, by the way, je déteste ça, c'est que c'est pas efficace. C'est pas efficace sur le long terme. Pourquoi c'est pas efficace sur le long terme? Parce que personne n'aime ça, se sentir forcé, se sentir poussé ou se sentir manipulé. Personne. Quand tu prends une décision d'achat qui a été forcée ou on t'a poussé à acheter quelque chose, par après, tu vas ressentir une certaine dissonance. Tu vas ressentir des regrets. Tu vas regretter d'avoir acheté la bébelle, la formation ou peu importe, puis tu n'achèteras plus jamais de cette personne-là. C'est fini. La personne qui t'a vendu ça à pression, elle est barrée de ton existence. Tu ne feras pas la même erreur 2 fois, en fait. Fait que je pense que quand on mise sur des émotions qui sont négatives comme ça, en fait, parce que c'est carrément ça, on fait sentir les gens mal pour les pousser à acheter, on n'est vraiment pas en train de se bâtir une belle relation avec eux pour le futur. Puis le nerf de la guerre, souvent en business, là, c'est pas de vendre quelque chose à quelqu'un une fois, hein, c'est de vendre quelque chose à quelqu'un plusieurs fois. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je crois pas que ce soit intelligent de ce point de vue-là. Comment on fait de bord pour toucher les émotions des gens, mais d'une manière qui n'est pas manipulatrice, d'une manière qui est persuasive? Parce que pour moi, il y a vraiment une différence entre les deux. Pour moi, on rentre dans la manipulation quand on commence à exagérer ou à mentir, souvent par omission, tu sais, justement en créant une urgence qui est fausse, en utilisant des gros arguments culpabilisants qui sont carrément exagérés, etc. Pour moi, quand tu franchis cette ligne-là, tu n'es pas en train de persuader quelqu'un, tu es en train de le manipuler. Pour moi, persuader quelqu'un, c'est laisser une personne se persuader elle-même. Parce qu'on se persuade soi-même. Puis quand la persuasion vient de l'intérieur, quand c'est moi-même qui arrive à la conclusion que ce produit ou cette formation-là est bon pour moi, le changement qui s'est produit dans mon cerveau est beaucoup plus durable, puis va avoir une beaucoup plus grande valeur, en plus de me donner une expérience en tant qu'acheteur qui est bien plus fun parce qu'elle est dépourvue de regrets d'achat trop impulsif, puis de culpabilité, etc. Bon, comment on fait donc pour créer cette espèce de moment-là où les gens se persuadent eux-mêmes, où ils achètent quelque chose de leur propre chef?
C'est en allant toucher des émotions, oui, parfois qui sont négatives, mais sans jamais être dans le mensonge ou dans l'exagération. Bon, je te donne un exemple. Moi, c'est ce que j'appelle la résonance. La résonance en physique, c'est vraiment un beau concept, là. C'est l'idée que tu as des systèmes physiques, là, c'est juste un mot compliqué pour dire un objet. OK? Mettons, tu as deux objets. OK? Tu as deux objets. Tous les objets vibrent à une certaine hauteur, disons, pour garder des mots simples. Fait que tous les objets vibrent, OK, à une certaine hauteur. Puis quand tu as deux objets qui vibrent exactement, qui sont sur la même longueur d'onde, il se produit un phénomène qu'on appelle la résonance. Par exemple, si tu joues de la guitare, ben si tu as deux guitares dans la même pièce, puis que tu viens jouer une corde sur une des deux guitares, la même corde sur l'autre guitare à côté peut se mettre à jouer, elle aussi, un petit peu. Elle va vibrer, la même corde. Tout simplement parce qu'ils ont la même longueur d'onde, résonance, elle se met à bouger. Pourtant, tu n'as pas touché à la deuxième guitare. Pour moi, c'est pareil, la persuasion. La meilleure persuasion, c'est la persuasion où tu ne touches pas directement à l'autre personne. C'est la persuasion où la personne que tu es en train de persuader se sent naturellement intéressée, attirée, intriguée par ce que tu dis, par ce que tu fais. Puis oui, elle arrive elle-même à ses propres conclusions. Bon, comment on crée cette émotion-là? Souvent, ça va être avec du storytelling. Puis pas du storytelling buzzword, là. Du storytelling, raconter quelque chose en utilisant des mots qui sont multisensoriels. Tu sais, en ce moment, je suis devant une caméra, puis ce qui est spécial devant une caméra, c'est que c'est facile pour toi d'avoir de l'empathie pour moi. Pourquoi c'est facile pour toi d'avoir de l'empathie pour moi? Parce que je bouge, parce que tu vois mon visage. Puis si tu sentais, par exemple, que j'étais triste ou mal à l'aise, tu le verrais tout de suite, tu le sentirais à l'intérieur de toi, c'est naturel chez l'humain. Quand tu écris, tu perds toute cette dimension-là de la communication non verbale. Tu ne peux pas transmettre visuellement ces cues-là qui sont tellement importants en communication puis qui nous font ressentir des émotions très, très fortes dans la vie de tous les jours. Tu sais, quand ton ami te raconte quelque chose qui est arrivé la semaine passée, tu es quasiment à côté de lui là, pendant qu'il te le raconte, tu as l'impression de le vivre. À l'écrit, on perd ça. Pourquoi on perd ça? Parce que, justement, on n'a plus ce non-verbal-là. Donc, il faut compenser. Puis ça, pour moi, c'est ce qui fait de quelqu'un un excellent copywriter versus un copywriter correct, là, qui sait c'est quoi un bénéfice. T'sais. Comment on fait pour compenser? Souvent, c'est ça va passer par le storytelling, raconter des histoires, mais avec un vocabulaire qui est multisensoriel, où tu me dis pas juste tu te sens mal, t'as peur, ou tu me dis t'as des frissons dans le dos, où tu me parles vraiment des sensations, tu sais, où tu me dis pas, je sais pas, moi, la première fois que j'ai donné une conférence, j'étais stressée. OK, fine, t'étais stressée. Moi, si je te parle à l'écrit de ma première conférence, je vais te raconter que juste avant moi, il y avait Patrick Leroux, qui est un conférencier hyper connu au Québec, qui a donné des milliers de conférences dans sa vie, puis qui est vraiment sacoche, là, qui passait juste avant. Puis que tout le long de sa conférence, là, moi, je sentais le sang se drainer de mon visage. Qu'à un moment donné, je me sentais tellement mal que j'ai dû me lever pour aller m'enfermer dans les toilettes. Puis là, j'avais de la misère à sortir de la salle, puis je fonçais dans les genoux un petit peu tout le monde, puis j'étais allée m'asseoir dans les toilettes, puis je me sentais pas bien, j'avais des frissons. Là, tu le ressens. Là, tu sens mon stress. Puis là, même à l'écrit, tu vas ressentir de l'empathie. Ça va générer de la résonance. C'est quoi la résonance? C'est quand tu lis quelque chose, puis tu te dis « Oh my God, je me suis déjà sentie exactement comme ça. » Ou que tu te dis « Est-ce que cette personne-là m'espionne? » Parce qu'on dirait vraiment que le texte de cette pub-là décrit ma vie à la perfection. Tu sais, l'espèce de petite sensation là, de « voyons donc, j'avais besoin de lire ça à ce moment-là », ça, c'est de la résonance. Puis avec ça, tu vas convaincre quelqu'un d'une manière beaucoup plus efficace puis beaucoup plus durable qu'en jouant sur des émotions cheap, genre la culpabilité. Tantôt, j'ai parlé un peu de la voix unique, puis du fait d'avoir une personnalité, en fait, à l'écrit. Puis, une des objections qu'on m'avance souvent à ce principe-là, c'est « Salut, nous, on est une équipe. Nous, par exemple, on a plusieurs formateurs. » Ou « Nous, par exemple, on est une agence. » Comment on fait pour trouver c'est quoi la voix unique de l'agence? On est plusieurs personnes, on ne peut pas juste prendre la façon de parler, les expressions d'une personne précise. Bon, c'est pas faux. C'est pas faux. Puis ça nécessite une belle réflexion, une réflexion au niveau du brand que vous représentez en groupe, en fait. Pour moi, bon, je donne souvent en exemple cette compagnie-là, puis c'est vraiment drôle, mais je veux dire, tu te magasines un bidet, là.
Rien d'intéressant à te magasiner un bidet, là, c'est plate, c'est un bidet, là, tu vas, tu sais, d'un bidet à l'autre, je veux dire, les specs vont pas te convaincre d'acheter un bidet, là, à moins que tu sois très, très geek de bidet, ce qui serait un peu étrange. Donc, pas particulièrement intéressant vendre un bidet. Moi, il y a une compagnie américaine que j'adore, qui vend des bidets, qui s'appelle Toshi. I mean, juste le nom, c'est très drôle. Mais qui ont une voix vraiment là, unique, qui ont une façon de s'exprimer qui est très comique. Dans leur cas, c'est drôle, mais qui est très, très, très définie, qui est hilarante, qui les différencie de toutes les autres compagnies qui vendent des bidets. Je veux dire, il y a personne qui peut vendre un bidet de la même façon qu'eux. Ils font des publicités avec des grands-mères qui glissent sur des vagues. C'est vraiment drôle. C'est génial. Puis ça les différencie beaucoup plus de leurs compétiteurs que n'importe quoi d'autre. Donc oui, ça se peut avoir une voix unique, même si tu es une coalition de personnes. C'est juste de s'asseoir ensemble puis de faire un peu la même chose que tu as fait quand tu as pensé à ton logo. Tu sais, quelque part, on se préoccupe tellement du visuel quand il est question de branding. Tu sais, on s'assoit ensemble, puis là, on communique. Tout le monde a comme son opinion sur c'est quoi la meilleure couleur. Puis tout le monde essaie de déterminer comment on va faire pour montrer l'identité de l'entreprise visuellement. Ça intéresse les gens, puis tout le monde a envie de participer à ça. Mais on devrait donner le même soin, la même attention, puis la même affection à la voix, finalement. La voix fait partie de votre brand. Gang, si vous êtes une gang. Puis asseyez-vous ensemble puis essayez de voir. Moi, avec mes clients, je travaille avec 4 axes au niveau de la voix unique qui permettent d'avoir une première réflexion, si on veut, sur où on se situe. D'abord, le premier axe, c'est est-ce que ta voix est plutôt factuelle ou romanesque? Ce que je veux dire par là, c'est une voix factuelle. Bon, c'est une voix, évidemment, où tu énonces juste des faits, qui est très journalistique, versus la voix romanesque. Au plus extrême, c'est une voix presque poétique, là, où tu vas décrire les choses vraiment en détail, où tu vas ajouter des dialogues, etc., etc. Souvent, on va situer quelque part entre les deux. C'est un spectre, bien sûr c'est un axe. Fait que ça, c'est le premier. Le deuxième axe, qui est super important, puis qui mélange les gens, je pense, c'est l'axe formel ou informel. Je pense que bien souvent, les gens ont tendance à confondre formel puis professionnel. Ils pensent que pour avoir l'air pro, il faut absolument écrire d'une façon qui est formelle. Mais c'est pas le cas du tout. Tu peux être super informel, puis quand même avoir l'air professionnel, puis être sérieux. Puis ça, d'ailleurs, c'est mon troisième axe, sérieux ou drôle. Encore là, il y a des gens qui ont tendance à mélanger drôle puis informel. Tu peux avoir une voix plutôt informelle puis parler de sujets très sérieux. C'est drôle parce que je suis ici chez Didac, mais je pense au podcast de Mathieu et Dave Ruel, les instigateurs. Je veux dire, les instigateurs, si j'avais à définir la voix de ce podcast-là, ce serait une voix qui est somme toute plutôt informelle. On s'entend, les gars, ils se prennent pas au sérieux. Mais en même temps, oui, ils se prennent au sérieux. Parce qu'ils parlent de sujets qui sont importants, qui sont sérieux, puis des fois ils se fâchent, etc. Puis ils font pas des jokes à toutes les deux lignes. Ils ont vraiment pas une voix qui est à l'extrême du spectre du drôle. Fait que tu peux avoir une voix plutôt sérieuse, plutôt informelle, en même temps. Le dernier axe, qui est important lui aussi, c'est est-ce que ta voix est plutôt zen ou enthousiaste? Pour moi, la voix zen, c'est vraiment une voix où tu vas être plus posé, en fait, dans tes choix de mots. Il va y avoir moins d'hyperbole, il va y avoir moins de points d'exclamation à tout bout de champ aussi, puis moins d'emojis, entre autres. Une voix qui est plus enthousiaste, c'est une voix où il va vraiment avoir plus d'insistance. On va jouer avec les codes de l'Internet, il va souvent avoir des majuscules, de l'italique, des emojis, des points d'exclamation, puis au niveau du langage lui-même, beaucoup d'hyperbole, etc., etc. Fait que ces 4 axes-là, c'est ce que j'utilise avec mes clients, autant travailleurs autonomes que plus corpos, pour essayer de s'asseoir puis d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut projeter comme voix, à quoi on veut que ça ressemble. Avoir cette réflexion-là, ça permet après ça de créer une cohérence dans nos contenus. Donc, même si tu es une coalition, même si tu es une agence, une entreprise, vous êtes plusieurs formateurs qui font une formation ensemble, peu importe, c'est important de définir c'est quoi votre identité, tu sais. Puis d'appliquer ces axes-là, je pense que ça permet d'avoir une belle réflexion sur le sujet, puis justement de pas changer d'un média à l'autre, parce que ça peut être dangereux. Tu sais, je vois souvent des incohérences, des gens qui passent du vous au-dessus, des gens qui passent d'une écriture super formelle sur leur site web à une écriture super informelle sur leurs réseaux sociaux. Ça crée vraiment un débalancement qui va faire en sorte que les gens vont avoir de la misère à vous reconnaître, en fait, d'une fois à l'autre dans vos communications, puis ça va vous nuire. Donc, tout simplement, là, traitez ça comme un aspect fondamental de votre brand, au même titre que vos couleurs, vos polices d'écriture, puis votre logo.